droite, des ondes R de grande amplitude, des petites ondes S dans les dérivations précordiales droites. On note des ondes R de grande amplitude en V1. Concernant l'angioscanner, elle permet de préciser la présence d'une confluence artérielle pulmonaire et évaluer les mensurations du tronc artériel pulmonaire ainsi que les branches droite et gauche des artères pulmonaires, mais elle n'est pas essentielle au diagnostic dans les formes régulières. L'IRM également est reconnu pour une imagerie appropriée dans l'évaluation morphologique des cardiopathies congénitales. La voie de chasse du ventricule droit, parfois difficile à mettre en évidence par l'échographie, est bien visualisée, ainsi que les artères pulmonaires jusqu'en périphérie. Diapo. On peut aussi également faire le cathétérisme et l'angiographie, qui est utile s'il y a un doute sur l'arborisation des artères pulmonaires ou sur l'anatomie des artères coronaires. La coronarographie précise l'existence d'éventuelles anomalies de l'origine et de la distribution des artères coronaires. À la biologie, à la numération formée sanguine, on note une polyglobulie souvent entretenue par une carence martielle, en particulier chez le nourrisson, qui s'accompagne d'une hyperviscosité sanguine, exposant à la survenue de thrombose et d'autre part une diminution du débit cardiaque. On note des troubles de la coagulation. On peut noter des troubles de la coagulation tels qu'une thrombopénie et une baisse des facteurs de coagulation. Diapo. Comme autre forme clinique, chez le nouveau-né, souvent c'est asymptomatique à la naissance, dans sa forme classique, dû à la sténose pulmonaire peu serrée. Il n'y a pas de shunt droite-gauche, même avec la diminution des résistances pulmonaires. À l'auscultation, on note un long souffle systolique. Dans les cas de tétralogie de Fallot à sténose pulmonaire d'emblée sévère, l'apparition est brutale de cyanose avec une hypoxie sévère dès la fermeture du canal artériel, conduit à une circulation pulmonaire ductodépendante. Chez le nourrisson, l'apparition d'une cyanose lentement progressive au cours des 6 premiers mois et la première crise hypoxique généralement avant l'âge de la marche. On peut noter aussi des phalloroses qui sont des formes dans lesquelles la sténose pulmonaire n'est pas très sévère. On note un shunt bidirectionnel à travers la CIV et une cyanose qui est pas ou peu apparente. On peut aussi observer comme forme la tétralogie de Fallot avec absence du septum ventriculaire, qui est environ 3% des cas. Les valves pulmonaires aortiques se trouvent côte à côte en canaux de fusil, comme communication interventriculaire est dénommée doubly community. La tétralogie de Fallot avec agénésie de la valve pulmonaire, on note une malformation comportant la CIV. L'orifice pulmonaire est hypoplasique, mais non gardé par une valve, ce qui conduit à une dilatation massive du tronc de l'artère pulmonaire. On note une faible cyanose due à la régurgitation pulmonaire importante qui donne une symptomatologie d'obstruction bronchique stimulant l'asthme. Comme diagnostic positif, les signes constants sont l'essoufflement à l'effort avec squatting, une cyanose d'apparition progressive centrale, puis touche les muqueuses et les téguments, un hypocratisme digital, un souffle éjectionnel pulmonaire, des épisodes de malaise anoxique. Comme signe paraclinique, on peut noter à la radiothorax une hypovascularisation pulmonaire avec arc moyen concave, un coup de hache éminent, un aspect en cœur de sabot. À l'échographie transthoracique, on note une CIV, une dextroposition de l'aorte, la dilatation et une hypertrophie du ventricule droit, la sténose pulmonaire. Le Doppler évalue le gradient de
pression sur la voie de chasse droite et définit la forme régulière ou non. À la NFS, on a une polyglobulie avec hémoglobine élevée à 20 et une hématocrite supérieure à 65. Comme diagnostic différentiel, nous avons les causes pulmonaires primitives de cyanose, telles qu'une hypoplasie pulmonaire, d'autres cardiopathies congénitales cyanuriennes, telles que la sténose pulmonaire critique, les ventricules droits à double issue, une absceau. Comme diagnostic étiologique, les causes sont multifactorielles. On peut noter une anomalie chromosomique le plus souvent responsable de malformation conotroncale, qui est la microdélétion du chromosome 22, qui regroupe plusieurs syndromes, dont le DiGeorge et le syndrome de vélo cardio-facial, qui représente 25% des tétralogies de Fallot. 15 à 20% des anomalies chromosomiques sont associées à la trisomie 18, 13 ou 21. Les facteurs de risque aussi sont l'alcoolisme maternel, le diabète maternel, la phénylcétonurie, la consommation d'acide rétinoïque et les antécédents familiales de tétralogie de Fallot. On peut également noter une tétralogie de Fallot isolée, sans facteur de risque. Les complications. Avant l'ère de la chirurgie, le décès survenait presque toujours avant l'âge d'adulte. La survie était estimée à 55% à 5 ans et à 35% et à 30% à 10 ans chez les patients qui n'étaient pas opérés. Les principales complications étaient l'accentuation progressive de la polyglobulie et une cyanose avec des malaises anoxiques à répétition, des risques d'AVC, d'accidents neurologiques tels que l'AVC et l'abcès cérébral, une endocardite d'Osler. Pour l'AVC, il est fréquent dans les 2 premières années de vie si la cyanose est très sévère. On note des infarcissements cérébraux par hypoxie ou par embolie. La polyglobulie joue également un rôle, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'hypochromie. Pour l'abcès cérébral, elle survient plus tardivement au-delà de l'âge de 2 ans. On note une polyglobulie et l'hypoxie qui sont des facteurs de risque. Toute fièvre avec céphalée, même en l'absence de signes neurologiques, doit faire rechercher un abcès cérébral en urgence. L'endocardite d'Osler elle est peu fréquente dans les 2 premières années de vie, mais elle se rencontre souvent chez les adolescents. Comme traitement, le but, c'est d'éviter et traiter les malaises, améliorer la qualité